parce que je suis quand même un des clients les plus fidèles probablement que vous ayez dans votre mailing list et je suis vraiment ravi de pouvoir partager, disons, un ensemble de corpus de connaissances qui vise à définir ce qu'on peut appeler le manager neuroamical. C'est aussi le conjoint neuroamical, vous verrez, le copain neuroamical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sciences cognitives, les neurosciences, nous aident un peu mieux à définir ce qu'est l'humain. Et jusqu'à présent, qui avait défini ce qu'est l'humain? La théologie, la philosophie, tous les courants de pensée en matière de coach et de développement personnel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait de l'idéologie. On avait une idée de ce que devait être l'humain idéal. Le problème, c'est que quand vous vous positionnez devant une entreprise ou un établissement scolaire, et vous, alors, je parle des concurrents, pas de vous, hein, et que vous comptez 10 personnes qui rentrent au travail, sur 10, vous en avez 8 qui sont démotivés. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut Gallup qui fait des sondages. 8 sur 10 sont démotivés. Quand vous laissez vos enfants à l'école, sur 10, 8 sont démotivés. Et on pourrait les blâmer, mais on aurait tort, puisque l'enjeu ici, c'est de comprendre que pour motiver les gens, il y a un terrain favorable qu'il faut savoir développer. Et non pas par l'idéologie, mais par l'observation de ce qu'est l'humain. Donc ce que je vais voir rapidement avec vous, c'est qu'est-ce qui nous fait, en tant qu'humain, un animal spécifique. Qu'est-ce qui nous rend unique? Alors, il y a 3 caractéristiques, vous allez voir, c'est simple. La première, c'est que le cerveau humain est le seul cerveau dans la nature à procrastiner dans le développement. On n'est pas pressé de finir le chantier. J'aime bien comparer le cerveau humain avec la Sagrada Familia. Pour ceux qui sont allés à Barcelone, vous voyez, c'est une cathédrale avec des grues. Eh bien, quand vous avez 20 ans, 40 ans, 50 ans, 90 ans, votre cerveau doit toujours avoir des grues. Et si c'est le cas, vous serez un Jean d'Ormesson, un Michel Serres, un Edgar Morin, vous voyez, tous ces jeunes-là. C'est-à-dire que grâce à cette vertu-là, qu'un cerveau humain est un cerveau toujours en devenir, eh bien, on peut, avec notre cerveau, rester jeune. Il y a dans le cerveau une fontaine de jouvence. Alors, je vais vous montrer, par exemple, une vidéo ici, sur un neurone qui a 4 semaines, prélevé chez un humain, un homme qui avait, en l'occurrence ici, 49 ans. Et vous voyez ce neurone voyager dans le cerveau. Donc, mon premier point ici, c'est de dire que le cerveau humain est assez particulier puisqu'il est le seul organe du corps humain à échapper à la flèche du temps. Alors, qu'est-ce qui va le motiver pour se développer? Eh bien, tout simplement, le changement. Le cerveau est un couteau suisse pour trouver des solutions aux problèmes qui adviennent tous les jours. Alors là, je suis content parce que je parle à des managers. Vous avez tous les jours des problèmes à solutionner. Eh bien, je suis content parce que ça va vous maintenir un cerveau épanoui, en bonne santé mentale. Le cerveau se nourrit du changement et se détruit de la routine. À condition, quand même, évidemment, que lorsque je reçois de l'information nouvelle, que je puisse la comprendre pour agir. Et là, on est dans un thème sur l'action. Vous allez donc comprendre que l'action, c'est ce qui nous libère, dès lors que je suis informé. Donc, pensez toujours que quand vous allez informer quelqu'un, laissez-lui le temps pour passer du savoir au comprendre, mais qu'ensuite, il va falloir agir. Ça, c'est le premier point. Le cerveau humain est toujours en devenir. Quand vous avez vu un poulain arriver sur la planète Terre, vous voyez qu'en 20 minutes, ce poulain, il est capable de se déplacer et de suivre la horde. Donc lui, il n'a pas besoin d'aller à l'école. Il n'a pas besoin de suivre des cycles de formation comme vous avez là, au travers de conférences inspirantes, au travers d'un ouvrage que vous venez de lire, parce que vous venez de suivre des conférences TEDx, etc. Sachez que parce que vous avez reçu ces informations nouvelles, vous avez développé de nouvelles compétences. Le cerveau humain est un organe qui va développer des talents en fonction de ce qu'il reçoit comme information. On ne naît pas humain, mais on le devient. C'est ça. Cette idée-là qu'à chaque fois que vous allez être impacté par une information nouvelle, une conférence, un livre, quelqu'un qui vous a expliqué quelque chose,
eh bien vous êtes transformé. C'est le premier point. Le second point, il consiste à voir le cerveau humain comme en fait un organe que l'on peut couper en deux. Avec le cerveau bleu, je peux manger des cacahuètes, regarder un match de foot et boire une bière. Mais si à côté de moi, quelqu'un s'est blessé et que je l'entends crier « aïe mon doigt », et que je me retourne un peu et je vois qu'il a un clou dans le doigt, à mon index, je vais avoir mal. Parce qu'il existe aussi un autre cerveau sur lequel moi, je n'ai pas accès du tout, mais qui fonctionne au travers des autres, au travers du corps des autres. C'est ce que je vais ici appeler le cerveau social. J'ai un cerveau sur lequel j'ai aucune maîtrise, mais qui, lui, est en permanence en train de s'introduire dans le corps des autres et qui vit l'expérience, le monde, au travers des autres et pas de moi. Donc vous voyez que c'est le support de l'empathie. C'est un cerveau qui cherche en permanence à savoir ce que vivent les gens d'un point de vue émotionnel, quelles sont leurs intentions, qu'est-ce qui les motive dans la vie. Et en fait, quand je reçois ce type d'information qui nourrit ce cerveau rouge, c'est ce qu'on appelle donc l'empathie. Je vous ai dit qu'un cerveau qui s'informe, au bout du compte, il doit agir. Donc que fait un cerveau qui reçoit de l'information par ce canal rouge ? Eh bien, il va déclencher des comportements tournés vers les attentes d'autrui. C'est ce qu'on appelle la sympathie. Donc l'empathie, je reçois et je comprends, et la sympathie, j'oriente mon comportement pour les autres, mais pas pour moi. Juste une chose ici qu'il faut retenir, quand on demande à des personnes, et on l'a fait, de porter un casque bourré de capteurs pour mesurer l'électroencéphalogramme, et avec du Bluetooth, on capte toute l'activité durant la journée, sachez que 30% uniquement de mon activité mentale correspond à la satisfaction de mes besoins. 70%, c'est pour les autres. Donc, vous vous rendez compte combien l'humain est une espèce sociale, c'est même la quintessence, il n'y a pas d'autre espèce capable de vivre la vie au travers du corps des autres, vous voyez. C'est cette raison-là, d'ailleurs, qui fait que quand vous êtes face à quelqu'un, si cette personne a bâillé 3 fois, la 4e fois, vous bâillez. Vous voyez, c'est un cerveau qui se trompe et qui prend l'autre pour soi. Donc, il y a quelques attributs, et si on a assez de temps, je reviendrai sur cette notion-là d'intelligence collective, parce que on ne vit pas dans le monde des bisounours. Ce cerveau rouge qui prend le point de vue des autres, il va le faire à condition que l'autre partage certaines caractéristiques, comme par exemple les valeurs, la norme ou les normes. Donc on viendra sur cette notion-là que je serai encouragé à être en résonance empathique, émotionnelle, affective, et cognitive même, dans notre pensée, dans notre désir, parce que ce cerveau-là va reconnaître en l'autre une partie de moi-même. Vous voyez, c'est pas si généreux que ça, finalement. C'est parce qu'il y a juste une illusion qui fait que l'autre, je me vois en l'autre. Et troisième et dernière caractéristique, le cerveau, je vous le rappelle, est un organe pour déclencher de l'action, mais l'humain, il a une caractéristique, c'est que cette action que nous allons déclencher, nous pouvons la faire sur la base de 3 présents. Il y a le présent du passé, c'est-à-dire que nous sommes capables, face à un problème qui nous invite à agir, de convoquer l'expérience. C'est la mémoire. Vous vous rappelez qu'il y a 2 mois, ce problème, vous l'avez déjà eu. Donc, ce n'est pas la peine, on ne va pas réinventer la roue. Vous cherchez la solution dans votre mémoire et vous vous rappelez que ce que vous avez fait était évidemment valable. Donc, convoquer le passé dans le présent pour trouver la solution. On est capable de le faire, mais on n'est pas les seuls. Si vous avez un chien, que vous l'avez dressé, il est capable de vous montrer que lui aussi est capable de modifier son comportement. Parce que, par exemple, le train arrière dit « Tiens, on monte sur le canapé ». Puis il y a la tête qui dit « Non, non, arrête tes conneries, parce que je sais comment va se terminer cette histoire quand on se retrouve sur le canapé. » Vous voyez, donc, modifier le comportement à l'aune d'une expérience passée,
Nous ne sommes pas les seuls, mais on est capable de le faire. Deuxième modalité pour agir, le présent, ce que nous vivons là. Alors, c'est quoi le mode du présent? Eh bien, c'est le mode des affects, des émotions. Émotion, l'étymologie, ça veut dire motion, c'est ce qui me pousse à bouger. Donc, quand nous vivons le monde du présent, c'est pour ça que je me suis déplacé, c'était pour produire des émotions. C'est pour ça que le monde digital qui nous plonge dans le monde du présent, c'est un monde, un univers où il n'y a que des pouces en haut ou des pouces en bas. C'est j'aime ou j'aime pas, vous voyez? C'est des smileys, c'est que des émotions. Le monde du présent, c'est le monde des émotions. Si vous avez un chien, que vous lui avez marché sur la queue, lui aussi, hein, il peut vous montrer qu'il a des émotions et qu'il va agir en fonction des émotions. Mais le propre de l'humain, j'en arrive au troisième point, c'est de pouvoir agir, non pas sur la convocation du passé, sur la mesure des émotions, et on me demande de choisir une option entre A, B, C, D. Si je suis plongé sur le présent, je vais choisir l'option qui m'offre le plus de plaisir. Mais l'humain a un troisième temps, c'est le présent du futur. Nous sommes capables, avec ce qu'on appelle les lobes frontaux, capables de nous configurer un futur souhaitable. Là, à l'heure où il est, si vous étiez à la place de Magritte, Magritte est un peintre qui regarde un œuf, mais qui peint le devenir de cet œuf. Vous, à sa place, j'ai décelé quelques hypoglycémies, vous aimeriez voir une omelette. C'est ça. L'humain est le seul animal à pouvoir échapper à la dictature du présent et se configurer un futur souhaitable. C'est ce qu'on appelle le désir. En d'autres termes, l'humain est la quintessence de l'animal porteur de désir. Les animaux ont des besoins, l'humain a des désirs. Et si vous combinez cette troisième particularité, l'humain est capable d'avoir des actions basées sur la configuration d'un futur souhaitable, c'est-à-dire la configuration ou voire même la simulation d'une récompense à venir. Et je ne la croque pas, ma pomme, mais je me l'imagine parce que j'ai mis une graine dans la terre. Eh bien, si vous combinez cette idée-là que j'ai la capacité de voir ce que sera 2030 et d'agir maintenant basé sur ma vision de 2030, vous combinez cette faculté-là du cerveau avec la deuxième. Est-ce que vous suivez? C'est quoi la deuxième? Non, non, non. La deuxième, alors, il y avait 3 temps. Non, mais ce que je veux dire, ça, c'est la troisième caractéristique, mais on en a vu une propriété du cerveau humain. Cerveau social. 70% de l'activité mentale, elle est tournée vers les autres. Donc, combinez cette deuxième et troisième caractéristique et vous avez compris ce qu'est la RSE. C'est-à-dire que le cerveau humain est capable de se configurer un futur souhaitable et partageable, sociable. C'est bien, partageable. Vous voyez, on ne s'imagine pas tout seul sur une île avec les montagnes d'or, les distributeurs de coca, tout ça, et sur une île. Non, non, on s'imagine, nous, avec ceux qu'on aime, voire même ceux qu'on aime, et à un moment donné, sans nous. Vous voyez, c'est ça le propre de l'humain. C'est d'avoir cette capacité d'agir basée sur ces 3 temps. Alors, pour donner un peu de matière, donc voilà un petit peu la grande révolution des sciences cognitives du XXIe siècle, et vous n'allez pas y échapper. C'est en train, c'est un tsunami. Pendant 2 ans, j'ai travaillé avec le ministre de l'Éducation, M. Blanquer, parce que les enjeux, d'un point de vue managériaux, sont les mêmes au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que nous sommes tous exposés à de l'information. Et la grande révolution, c'est que soit vous adhérez à un courant idéologique, soit vous allez vous reporter sur ce que nous dit la science sans aucun a priori, mais juste de façon empirique. Ça marche comment un cerveau? Eh bien, aujourd'hui, chacune de ces étapes peut être décrite et peut être analysée et surtout propose des outils qui conviennent à prendre des bonnes décisions, à comprendre pourquoi certains offrent des résistances au changement quand d'autres
et je vous vois ici très optimiste, donc voit derrière le changement des opportunités, vous voyez. Donc toutes ces flèches-là peuvent se décrire. Et je vais aller très vite, mais la première, par exemple, eh bien, consiste à voir au travers de l'échange d'informations, quand vous allez convoquer les personnes avec qui vous travaillez, comment dois-je opérer pour que ce que je vais transmettre comme information, ben, je ne rate pas les cibles, vous voyez. Et la plupart du temps, peut-être pas ici, mais dans d'autres structures, organismes, on passe son temps à faire des réunions. Et on n'a aucune transformation d'un point de vue comportemental. Donc, je vais vous donner les clés ici. Il y a 6 piliers sur lesquels vous devez vous appuyer pour que quand vous produisez une réunion, que vous puissiez impacter et accompagner des changements de comportement. 6 piliers pour faire en sorte que cette flèche rentre bien dans le cerveau et ne soit pas juste comme de l'eau sur les plumes d'une aile d'un canard. Premier pilier, je suis un peu gêné là, c'est que l'auditoire doit être dans un engagement actif. Et ça, ce n'est pas une grande phrase. Un jour, je me suis réveillé en disant « Oui, quand tu donnes des cours, il faut que ton auditoire se manifeste. » Non, ça ne se décrète pas, mais ça se mesure. Voilà l'expérience suivante pour mesurer cela. J'ai eu un groupe ici où je leur ai demandé de se mettre face à un écran et toutes les 15 minutes, une liste de mots apparaissait sur l'écran. Et on répète toutes les 15 minutes cette expérience. Un groupe B où vous allez substituer 2 phases d'apprentissage par des phases de test. Alors, tu as retenu quelque chose, dis-moi. Vous voyez, vous le faites 2 fois. Et là, le groupe C, c'est le groupe Corse. C'est eux qui vont travailler le moins, puisqu'il y aura autant de phases d'apprentissage que de phases de test. Tranquille, hein. En gros, ils vont travailler 4 fois, alors qu'en haut, ils ont travaillé 8 fois. Ils ont bachoté. Résultat des courses, vous interrogez tout le monde 48 heures plus tard. Et si vous avez fait une réunion et que vous avez posé la question, alors, y a-t-il des questions? Que personne n'a posé de questions, là, vous pouvez partir de votre réunion et prendre du Prozac. Parce que 0 question, 16% de rétention. Vous avez perdu votre temps. Hein. Vous auriez pu faire ça en 10 minutes au lieu d'1 heure. 16% aura été retenu. En revanche, 2 questions sur une phase donc, de 6 apprentissages, 2 questions, et vous doublez. Vous vous rendez compte les vertus du questionnement et de l'engagement actif de celui qui entend et qui écoute et qui va apprendre. Et vous voyez, c'est même proportionnel. Plus j'ai de questions et plus j'ai de rétention. Voilà, c'est scientifique, ça se mesure, ça se quantifie et c'est reproductible. Vous pouvez le faire, quelles que soient les cultures auxquelles vous avez cette occasion d'échanger. Deuxième pilier, pourquoi cet engagement actif est si précieux? Parce qu'au moment des questionnements, c'est mon deuxième pilier, au moment des questionnements, vous allez avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle un retour sur information. C'est-à-dire de montrer à la personne qu'elle s'est trompée. Et vous savez qu'en matière d'apprentissage et de changement de conduite, ce qui est le plus difficile, c'est de savoir ce qu'on ne sait pas. Donc en questionnant, vous savez maintenant que ça, vous le saviez, et ça, vous ne le saviez pas, vous voyez, ce qu'on appelle la métacognition. En gros, le cerveau se regarde et dit « oui, ça je le sais ». Mais ça, je ne le savais pas. Donc, c'est l'objet d'une motivation, puisque vous montrez à la personne où elle se situe par rapport à la cible. Et puis, soyons pas pessimistes. Par moment, dans les questionnements, elle a trouvé la réponse. Et là, c'est quoi? C'est l'objet de récompense. 30% de mon cerveau fonctionne sur la satisfaction de mes besoins. Donc, si je dis à la personne, voilà, bah, tu as une prime. C'est bien, mais je parle à 30% du cerveau. Si, en même temps, je serre la personne dans mes bras, je lui dis combien elle est forte, précieuse, qu'elle a réussi quelque chose que d'autres ont tenté et n'ont pas réussi, je joue là sur la reconnaissance sociale.
et c'est le double, c'est 70%. Je parle à 70% du cerveau plutôt qu'à 30%. Donc le retour sur information joue sur les deux dimensions, la motivation et les récompenses. Troisième pilier que vous allez soigner maintenant quand vous allez animer des réunions, c'est l'attention. Vous devez choisir où l'auditoire va poser ses yeux et retenir de l'information. Nous ne sommes pas multitâches. La preuve. Vous connaissez le jeu du bento, je vais démarrer la vidéo et je vais vous demander de regarder où est la pièce. D'accord? Vous allez voir la pièce. Jusqu'à là, c'est facile. Là aussi, c'est facile. Et maintenant, c'est parti. Et à un moment donné, je vais arrêter la vidéo et je vais vous demander de me donner la position de la pièce. Alors attention, je vais bientôt arrêter. J'arrête là, par exemple. Là où il y a la main. Tout le monde est d'accord? Position A3. Coulé. Vous allez voir. On va voir ça. Ah, voilà. Alors, on est bon chez Decathlon. Hein. Avez-vous vu passer un écureuil? Un écureuil? Avez-vous vu un poivron vert? Un poivron rouge, d'accord. Regardez, je mets l'image au milieu. Donc, maintenant, vous ne savez plus quel est le gobelet, où est la pièce, d'accord? Et regardez ce que vous avez raté. Ça va arriver en bas à gauche. Oh! Je le remets. Vous vous rendez compte? En vous ayant donné la consigne de savoir où est la pièce, votre cerveau a reçu une information où moi j'ai voulu faire en sorte que je pouvais produire une cécité au poivron vert. Puisque je vous ai demandé de suivre la trajectoire du gobelet où avait la pièce, votre cerveau, puisqu'il n'y a pas de manager rebelle ici, a suivi la consigne et donc a éliminé tout ce qui est non rouge. Ce n'est pas important. Je consacre mon attention au mouvement des gobelets rouges. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand j'arrête la vidéo, tout le monde est capable de me dire où est la pièce. Maintenant, si je prends deux personnes et qu'il y en a un qui est rebelle et qui refuse d'écouter la consigne, qui reste là comme ça à rêvasser, lui, il aura vu le poivron vert, puisque c'est le seul truc qui a bougé dans cette scène où c'était toujours les mêmes choses. Vous voyez? Donc, vous venez de voir ici combien l'intelligence collective naît lorsque on a des cerveaux qui ne sont pas formés de la même façon. L'endogamie, vous savez, recruter à partir des mêmes écoles, c'est terrible, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, il vaut mieux avoir des gens qui ont des stratégies différentes. Et deuxièmement, vous venez de voir que le cerveau n'est pas multitâche. Si vous acceptez la consigne, vous acceptez qu'il y avait peut-être autre chose que des gobelets rouges dans la scène, mais j'assume. Et si on me dit qu'il y avait un poivron vert, je n'ai pas de remords, je n'ai pas de regrets, puisque c'était le coût à payer. Vous voyez, bon, je fais court, mais c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Les premiers à avoir capitalisé là-dessus, c'était Amazon, et puis aussi on a eu Netflix, qui fait qu'à 23 h, vous dites là, je vais bientôt me coucher, j'ai une réunion importante, mais à 3 h du matin, vous êtes toujours devant la télé. Voilà, parce que cette économie de l'attention, elle se base sur ces travaux-là. Donc, à vous de choisir, quand vous transmettez de l'information au travers d'une réunion, de hiérarchiser, puisque tout ne sera pas reçu. Quatrième pilier, la consolidation. N'ayez pas l'espoir de changer les gens quand vous l'avez dit une fois. Et ça, souvent, on fait cette erreur en tant que manager ou en tant que parent en disant « mais enfin, je te l'ai déjà dit ». Ben non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce n'est que par la répétition que l'on pourra voir et obtenir des changements de comportement. Et le meilleur outil que vous pouvez offrir aux gens que vous voulez transformer dans cette consolidation, c'est leur apprendre à s'auto-évaluer. Parce que au moment où vous vous auto-évaluez, vous répétez en fait. Cinquième pilier,
quand je veux rentrer dans un cerveau, il ne faut pas vouloir toujours rentrer par la porte du QI, le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, c'est une des 8 portes. Donc quand j'ouvre une porte par un raisonnement logico-mathématique, c'est ce qu'on mesure avec le QI, ça peut être bien pour certains, mais vous pouvez vous apercevoir, si vous avez un cerveau social, que vous parlez avec quelqu'un et que ça fait 5 minutes qu'il vous a perdu. Et là, vous prenez un tableau, vous prenez un feutre et vous faites un schéma et là, vous l'embarquez. Pourquoi? Parce que chez lui, la porte la plus puissante qui va permettre de rentrer dans son cerveau, ça va être l'intelligence visio-spatiale. Un bon schéma vaudra mieux qu'un discours rationnel. Voilà. Ce que je m'engage à faire, c'est à transmettre à Emmanuel, désolé, hein, parce que c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour vous, mais une liste d'ouvrages pour aller plus loin. Donc il va y avoir, c'est le principe de la pédagogie inversée. Je suis là pour allumer le feu, mais ensuite le travail, vous allez le faire à la maison. Donc vous aurez comme ça des ouvrages, et il y a 2 ouvrages clés par exemple qu'il faut avoir lus. Ils sont accessibles, mais ils sont importants et ils vous changeront sur les intelligences multiples de l'humain. Et enfin, 6e pilier sur lequel vous devez vous reposer quand vous transmettez de l'information, ce que j'essaye de faire avec vous, c'est quand bien même vous avez des informations très importantes, je dirais même parce que vous avez des informations importantes, soignez la façon de les transmettre. Soignez le vecteur affectif émotionnel. Vous savez depuis quand on sait qu'il y a transformation des comportements avec émotion? Depuis Pavlov. Pavlov avait démontré qu'en agitant une cloche, s'il tend en même temps une gamelle avec de la viande, le chien fera l'effort d'apprendre à saliver avec la cloche. Si dans la gamelle, parce que vous n'êtes pas un bon manager, mais ils ne sont pas ici, hein, les mauvais, ils sont restés, je ne sais pas, chez le concurrent. Si vous agitez votre cloche, vous aurez beau l'agiter de plus en plus fort, mais vous tendez en même temps une gamelle avec des clous, des cailloux, des morceaux de polystyrène, vous pourrez vous démonter l'épaule, mais en face, on n'apprendra jamais. Donc vous voyez que le frein le plus puissant en matière de sciences de l'éducation, de transformation, c'est le frein le plus puissant, c'est l'ennui. L'ennui étant défini comme étant absence d'émotion. Donc pensez que, je l'ai mis dans le 6e, mais j'aurais pu le mettre en première position. Quand vous avez des choses très importantes qui méritent un peu de la concentration intellectuelle et de la réflexion, sachez qu'il va falloir soigner le canal par lequel vous transmettez cette information. Bien. Une fois qu'on a transmis cette information, qu'on a l'espoir que, ça y est, on peut retourner au travail et on les a libérés, c'est pas fini. Recevoir l'information, donc la perception, donne automatiquement du savoir. Je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, j'ai même pratiquement pas grand-chose à dire sur le savoir, qui naît automatiquement de la réception d'informations. Par contre, là où vous avez un rôle à jouer, mais clé, qui est fondamental, c'est aider les gens à comprendre. Ceux qui ne voient pas de quoi je parle entre la différence savoir et comprendre, c'est à peu près la différence qu'il y a quand on est devant BFM ou Arte. Vous voyez mieux maintenant? C'est-à-dire que là, j'ai pris, parce que je suis ici chez Decathlon, j'ai pris le schéma optimiste en me disant que toute personne capable d'agir agit parce qu'elle a compris. Malheureusement, c'est un schéma très idéaliste parce que le comportement qu'on peut voir au quotidien, c'est plutôt des comportements déclenchés par le savoir. Et là, c'est la théorie du complot, c'est la tyrannie des minorités, c'est une menace pour les démocraties, c'est une menace pour des organisations qui essaient de se structurer. Quand vous allez avoir à suivre des recommandations pour agir, vous avez des gens qui vont agir là. Quand on fait des radioscopies sur des accidents de travail, eh bien évidemment, les accidents de travail agissent et surgissent plutôt sur le savoir et pas le comprendre. Je reviendrai un tout petit peu sur ça, mais ce que j'aimerais juste vous montrer là, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour, quand notre cerveau croit savoir et il a envie d'agir, on lui dise tais-toi. En gros, là, j'aimerais vous montrer que le propre de l'humain, et c'est vrai au XXIe siècle, pour qu'on maintienne une cohésion sociale, voire même
pour que notre démocratie ne disparaisse pas, c'est favoriser le passage du savoir au comprendre, c'est donc penser contre son cerveau. Penser contre son cerveau, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes endormi sur le sable avec la personne que vous aimez bien, puis le matin, elle vous réveille en vous disant « bon, on y va », et vous n'avez pas envie de vous réveiller, vous voyez, vous dormez bien, et la personne vous dit « on y va », le soleil se lève. Vous avez ouvert un œil, effectivement, vous avez vu le soleil au-dessus de l'horizon, et comme vous avez envie de dormir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous refermez l'œil en disant « non, le soleil ne se lève pas, c'est la Terre qui tourne ». Première impression, le soleil se lève, c'est le savoir. Si je réfléchis un peu, je sais qu'il y a eu Gagarine qui est monté dans l'espace en 69, qui a vu que la Terre était ronde et qu'elle tournait, etc. Et que je peux revenir sur toute l'histoire de l'humanité qui ont apporté à différentes façons les preuves montrant que la Terre était ronde et qu'elle tourne sur elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que méfions-nous de notre cerveau. Parce que dès qu'il peut, il aime bien rester dans le savoir et pas aller dans le comprendre. Que faut-il faire? Soigner 5 facteurs pour qu'un manager entraîne ses troupes de façon à ce qu'elles agissent sur la compréhension et non pas sur le savoir. Premièrement, ne pas demander par retour de mail immédiat une réponse à la question que vous venez de poser. Donc le temps, puisque passer du savoir au comprendre, c'est de la digestion. On va passer ça. Exemple ici, je montre cette photo qui apparaît sur l'écran. Alors c'était des mâles alpha qui ont subi ce test-là. Et puis il y avait un feu tricolore que vous ne voyez pas sur la diapo, mais qui passe automatiquement quand le visage apparaît du vert au orange. Et la question est, donner 3 attributs à ce visage. Donc une note de 0 à 10 sur 3 attributs. La beauté, l'intelligence, l'ambition. Il y a un groupe qui est isolé dans une classe et qui donc voit ce visage apparaître avec un prénom qui n'a rien à voir et non avec les 3 attributs qu'on attend. Un autre groupe qui voit le même visage, mais là on a changé le nom et le prénom. Et enfin, un 3e groupe. Je vous rappelle, je demande à avoir une réponse immédiate. Donc tout le monde est face au visage, mais si elle s'appelle Maria De Angelo, 7 sur 10. Si elle s'appelle Sarah, 3 sur 10. Donc, première conséquence à tirer de cette leçon-là, c'est que nous ne sommes pas des intelligences artificielles. Quand vous mettez un chat face à une caméra couplée à un algorithme, que le chat, vous le mettiez à l'envers, à l'endroit qui ne soit pas en vert, en bleu, rayé, pour l'intelligence artificielle, un chat est un chat. Pour un humain, la beauté du visage n'est pas que les informations que je perçois au travers de 20 cm², mais il y a aussi des informations que je vais chercher ailleurs. Vous voyez? Et donc, ce qui est incroyable, c'est cette grande variabilité de l'analyse de l'information. Vous voyez, quand vous envoyez un mail à 4 personnes et qui vont vous répondre automatiquement, ne regardez pas les réponses. Mettez ça directement à la poubelle. Parce que les réponses vont dépendre du contexte dans lequel ils sont. S'il y en a un qui était au bord d'une piscine à siroter un cocktail et l'autre était dans son bureau et ont défoncé le mur à côté avec les marteaux-piqueurs, eh bien, il y en a un qui lisait votre mail avec un stabilo-boss jaune et l'autre, c'était rouge. Vous voyez? Et ils n'ont pas du tout la même perception de l'information. Et le pire est à venir. Sur un cerveau qui prend de l'information sur un temps court, c'est... Bon, à chaque fois que je vois ça, je suis déprimé. C'est que ces gens-là se sont autorisés à répondre, alors qu'ils ne la connaissent pas. Encore sur la beauté, et encore, vous voyez 20 cm², vous pouvez vous prononcer, mais alors, intelligence et ambition, si on vous laisse 1 minute, ce qui est intéressant, si vous laissez 1 minute, les gens ne répondent pas à ça. Mais si vous leur mettez un temps court, alors ils s'autorisent à répondre. Vous voyez que le cerveau du savoir s'autorisera de votre part à répondre à des questions où vous n'avez pas la réponse, mais vous venez de l'inventer. Vous voyez, Maria, vous l'emmenez dans les dîners en ville avec vous, vous lui dites, tiens, ouvre ton décolleté, là les autres ils vont baver, mais dès qu'il y a une question à table, vous lui mettez un coup de pied sous la table, vous lui dites, tu ne réponds pas.
Vous voyez combien ce cerveau-là est une aberration quand on lui demande de gérer de la data en temps réel. L'attention, vous l'avez vu avec le poivron vert. Troisième facteur, quand nous sommes versés vers un excès de certitude. Méfiez-vous quand vous êtes en train d'analyser de l'information sur la base de répétition des mêmes informations. Et vous savez pourquoi maintenant, en vertu de ce principe-là du cerveau du savoir qui agit, pourquoi les accidents de la route ont lieu sur le trajet quotidien. Parce que c'est un cerveau qui est sur le savoir et pas le comprendre. Ce soir, en rentrant à la maison, vous demandez à quelqu'un de répondre à une question que vous allez lui poser. Mais avant, vous lui demandez de répéter le même mot. Le mot à répéter, blanc. Blanc, 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 blanc. Au bout d'une minute, vous demandez que boit la vache. Et vous lui dites qu'évidemment, il n'a pas le droit de réfléchir. Il doit être dans l'automaticité. Eh bien, il va vous dire du lait. Ah, après, il le regrettera, évidemment, mais c'est trop tard. D'accord? Donc, quand nous sommes bercés par l'excès de certitude, méfiez-vous en tant que manager quand vous êtes au contraire aussi bercé dans l'excès d'incertitude, quand nous naviguons vraiment dans le brouillard. Un exemple, vous demandez à quelqu'un de jeter une paire de dés et de faire la somme la plus forte. Donc avec une paire de dés double 6, d'accord? Et vous pouvez filmer l'action, ça sera toujours la même. Il souffle parce qu'il va les porter à chaud. Et il va jeter cette paire de dés tellement forte que vous pouvez peut-être vous préparer à les ramasser par terre. Même paire de dés, toujours 2 fois 20 grammes. Vous demandez à une personne de rentrer, vous lui donnez cette paire de dés, mais l'injonction est différente. Fais-moi la somme la plus faible et tu gagnes 50 €. Donc double as. Et là, vous pouvez filmer la scène. C'est toujours la même. Si la personne pouvait mettre des parachutes ou mettre un fil, elle le ferait, vous voyez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de prix Nobel en physique qui aurait découvert la loi qui relie la vitesse à laquelle vous jetez les dés du résultat final. Mais pourtant, tout le monde fera ça. Donc, on invente une loi. J'avais un ami qui a voulu m'impressionner parce qu'il venait d'acheter une voiture. Le mois dernier, on fait le tour du pâté de maison. À un moment donné, il sort sur le pare-soleil la télécommande. Il appuie, la grille du jardin s'ouvre, se bloque après 1 mètre. Qu'est-ce qu'il fait? Il appuie plus fort. Je lui dis, arrête, c'est digital. Il me dit, c'est quoi digital? Qu'est-ce que tu veux dire? Et il souriait. Mais il appuyait plus fort, lui. Vous voyez, pour décrocher la pierre qui bloquait la porte. Et ça, on le fait tous, hein, devant la télé. Quand la télécommande ne marche pas, on va agiter, on va faire des 8, on va faire des trucs qui n'ont rien à voir avec la télécommande. Mais c'est le cerveau qui, dans ce mode automatique, complète l'information quand il n'en a pas. Vous voyez? Et enfin, je reviens sur la causivité du groupe. Méfiez-vous quand vous êtes entouré de gens qui sortent des mêmes écoles que vous. Ça a été un malheur pour une entreprise qu'on appelle la NASA aux États-Unis. Elle a fait sauter une fusée en 86, 7 morts. On a recommencé en 2003, 7 morts. Là, ça fait quand même beaucoup dans cette entreprise. Donc, il va y avoir une enquête qui va être diligentée et les enquêteurs vont commencer la visite dans les ateliers et vont découvrir, noir sur blanc, sur les registres qu'on pouvait consulter, qu'il était indiqué par des ingénieurs, des techniciens qui construisent la fusée, que le fait de mettre tel joint à tel endroit pouvait entraîner une explosion suite à un choc mécanique ou thermique. Quand les enquêteurs découvrent que ces signaux faibles, certes, mais ces signaux existent, bien ils se demandent mais pourquoi la direction n'en a pas pris compte? Donc, ils convoquent le comité de direction de l'époque, mais pour le convoquer et orienter les questions, ils demandent le CV. Et là, grande surprise des enquêteurs, ils découvrent que le CV, c'est le même. 12 personnes dans le comité de direction, 12 venant de la même école, enfin de 2 grandes écoles d'ingénieurs aux États-Unis, c'est le MIT à Boston ou Caltech à Los Angeles. Et les autres qui rentraient dans cet établissement, ben on leur disait « c'est sympa, mais tu peux aller dans l'atelier, va travailler ». Quand ils avaient des informations, on disait « oui, oui, c'est bon, retourne dans l'atelier, on va s'occuper de toi ». Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe donc quand vous êtes entouré de gens qui pensent comme vous? Vous perdez cette capacité à détecter des signaux faibles.
Voilà donc un petit peu ce qu'il faut faire pour soigner le passage du savoir au comprendre, hein, à partir de ces 5 bases. Et maintenant, en tant que manager, votre rôle, c'est de libérer par l'action. En clinique, quand on est face à des gens qui sont anxieux, dépressifs, qui connaissent le stress chronique, le burn-out, eh bien, ils ont tous eu ce même dysfonctionnement. Ils reçoivent des informations, ils savent, ils ne sont pas bêtes, ils comprennent, mais on ne leur donne pas les moyens d'agir. Vous voyez? Donc, entre nous, comme ça, un petit conseil, c'est que si vous avez décidé de vous coucher à minuit, on ne regarde pas les mails à minuit moins le quart. Parce que si c'est pour voir le résultat de la Champions League, ça va. Mais si c'est pour savoir si au boulot tout va bien et qu'on vous dit alors patron, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on a tel problème, vous dites bon, on verra demain, c'est pas vrai. On verra ça vers 4 heures du matin. Voilà. Parce que mon cerveau va être réveillé pendant la phase nocturne où on va être dans le rêve. Donc tous les 90 minutes, on va rentrer dans une phase de compréhension. Hein. Ce processus-là existe dans la journée, mais il existe toutes les 90 minutes pendant 10 minutes. C'est le rêve. Donc vous pouvez vous coucher avec des problèmes et vous réveiller avec la solution. Mais si les problèmes sont vraiment sérieux, vous allez plutôt vous réveiller dans la nuit. Et vous aurez chaud, votre cœur bat vite. Pourquoi? Parce que votre corps est en train de se préparer à l'action. Donc mieux vaut pas prendre de l'information si je sais que je ne suis pas capable d'agir. Donc je prends de l'information uniquement quand je peux agir. Et vraiment là, ce qui est en train de se passer dans l'humanité, puisque vous savez que nous sommes à 7,9 milliards de terriens, et que je vous invite à consulter un site qui s'appelle Worldometers, vous aurez le nombre de mails qui circulent par jour. En fin de journée, on est à 250 milliards de mails. Hein. Donc le plus grand danger de l'humanité aujourd'hui, c'est l'information que l'humanité produit. Mais de l'information qui nous condamne à savoir, pas comprendre. Et on n'a pas appris à l'école, on n'a pas eu des managers qui nous ont appris toujours à trier l'utile du futile. Et pourtant, l'enjeu, il est là aujourd'hui. Les leaders de demain, et c'est ce que je disais en aparté, les grands de ce monde dans la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des établissements où il n'y a pas de digital. Parce que, intellectuellement, je vous ai dit, il faut apprendre à savoir penser contre son cerveau. Descartes, il parlait de scepticisme, Montaigne, le que sais-je, toutes ces fonctions mentales qui nous permettent de douter quand je reçois de l'information. C'est ce que nous devons faire en permanence. Et dire, ça c'est utile, ça c'est futile. Vous voyez, et me concentrer sur l'utile pour agir. Alors, dans quelles conditions dois-je agir? Eh bien, quand il y a la promesse du plaisir, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'action c'est les émotions, donc la recherche du plaisir. Mais ce plaisir chez l'humain doit être précédé par du désir. La preuve en est ici. J'ai vanté les mérites de la cécité à des étudiants qui ont voulu se porter volontaires. Donc pour vivre 5 jours et 5 nuits dans un studio où ils sont enfermés et ils sont aveugles. Donc engagement actif, vous vous rappelez, on leur demande de contribuer avec nous à l'aménagement du studio dans lequel ils vont être enfermés. Et tous les vendredis soirs, pendant 6 mois, ils ont reçu un petit mémo pour les préparer et leur donner du sens à cette expérience. Et je voulais leur montrer que l'humain est dominé par une modalité sensorielle, le visuel. Et c'est dommage, parce que nos autres sens sont un peu à l'état de repos végétatif, quoi. En tout cas, ils sommeillent. Et alors, on l'a dit, vous allez voir, après cette expérience, avec une plume, on va vous caresser le bras et vous allez frissonner. Vous allez être capable de suivre 3 conversations. Vous allez pouvoir sentir des arômes dans des plats que vous n'avez pas l'habitude de sentir parce que vous avez les yeux toujours ouverts. D'ailleurs, la preuve en est, ce soir, quand vous rentrez, si quelqu'un vous a préparé un petit plat et qui vous met la cuillère dans la bouche, si vous voulez extraire cette information que vous avez sur le palais et la langue, eh bien, pour ça, il va falloir fermer les yeux. Vous voyez? Donc, notre cerveau, il traite majoritairement de la data qui vient par la rétine. D'accord? Et ce que je leur ai dit, c'est qu'ils vont découvrir un autre monde parce qu'ils ont été plongés dans la cécité. Pendant 6 mois, on les a préparés. Le jour J arrive, 5 jours, ils vont être enfermés dans ce studio. À l'issue de cette expérience,
Je leur fais passer un test que vous allez comprendre, il est très simple. Le sujet met sa main dans une boîte à l'intérieur de laquelle j'ai mis une cible. C'est un anneau sur lequel j'ai collé des petites bandelettes en velours. Quand le sujet touche la cible, il déclenche un bip sonore qui lui demande de retirer le doigt. Et un deuxième bip sonore, 10 secondes plus tard, lui demande de remettre le doigt sur la cible. Et vous avez compris que moi, ce que j'ai fait entre-temps, par-dessous la table, j'ai pu tourner la cible. D'accord? Et ce que vous voyez là pour les ronds noirs, c'est les non-voyants. Et ces ronds blancs ici, les voyants, comme vous et moi, se distinguent sur un seuil de détection de 15 degrés. Vous et moi, sur une cible comme ça, qui tourne de 15 degrés, nous mettrions notre tête à couper en disant « ça n'a pas bougé ». Eh bien, eux, ils touchent, ils ressortent leur doigt, ils reviennent 15 degrés de rotation et ils disent « mais oui, ça a bougé ». Comment ont-ils fait? Avez-vous une idée? Bon, oui, je sais, certains pensent qu'ils ont de plus gros doigts. Non, on a mesuré le doigt, il n'a pas grossi en 5 jours. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé ce qu'il y a dans le cerveau. La région bleue que vous voyez là, c'est la région qui est dédiée au toucher. Quand je touche des objets avec des textures différentes, c'est ici que ça se passe dans le traitement de l'information. Et la région jaune qui s'allume ici, pour nous, c'est un miracle. Ce n'était pas prévu. Dieu ou la nature n'avait pas prévu que quand je touche quelque chose, cette région jaune s'active. Pourquoi je dis c'est pas prévu? Parce que quelle est la raison d'être de cette région-là, normalement? C'est d'être connecté à la rétine. Donc vous avez compris pourquoi ils sont meilleurs que nous? Qu'est-ce qu'ils ont mis au bout des doigts? Des yeux. Vous et moi, 15 degrés de rotation, on est capable, si on met une fibre optique avec une caméra, on dit oui, oui, ça tournait. Mais si on ne voit pas, eh ben, on n'est pas capable avec notre doigt. Et eux, en 5 jours, ils ont piraté leur cerveau pour qu'au bout des doigts, certes, ils continuent à toucher, puisque vous voyez la région bleue activée, mais en même temps, ils se forment une image visuelle. C'est quand même incroyable. Au passage, ça vous montre que la réalité n'existe pas. C'est le cerveau qui représente la réalité, mais elle n'existe pas. Eux, la réalité du visuel, c'est le doigt. Quand je touche des cibles, je me représente une forme. Bon, mais vous voyez donc qu'un manager, c'est celui qui accompagne ces transformations-là. 6 mois de désir, 5 jours de plaisir. Ce que l'on a promis, ils l'ont vécu. Il ne s'agit pas de mentir. Parce que celui qui a du désir très haut et au jour J, il n'a pas le plaisir tel qu'il avait escompté. Rappelez-vous ce que j'ai dit de la définition du désir. Le désir, c'est la simulation mentale de la récompense à venir. Un jour, je veux retrouver mon capital. Je veux un retour sur investissement. Donc, désir très fort, le plaisir, il doit être à la hauteur le jour J. Quand le désir est très fort et qu'au quotidien, le plaisir n'est pas à la hauteur, vous savez comment on appelle ça? De la frustration. Désir fort, plaisir faible. Mais quand le désir est très fort et le plaisir quasi nul, c'est plus de la frustration, c'est du burn-out. C'est un engagement, c'est un désir avec une promesse qu'il y ait du plaisir, et le jour J, le plaisir n'est pas à la hauteur. Voilà un petit peu comment vous pouvez avoir une image mentale de tous les gens que vous croisez dans la rue, au travail ou à la maison. Je vais changer ces termes-là parce que c'est du jargon. Ici, vous avez un axe où on cherche à mesurer la satisfaction motivationnelle. Vous donnez des questionnaires aux gens dans leur entreprise, dans une association, dans une école. Tu aimes ce que tu fais? Tu aimes les plats que je te prépare à la maison? De 0 à 10, les gens notent. Facile. Puis, il y a l'engagement. J'ai utilisé un autre terme, mais c'est la même chose, c'est le désir. Et là, vous avez compris qu'il y a une typicité de 3 types de comportements. Ceux qui vont être générés pour les bleus par la promesse du plaisir, mais le désir, il est faible. Donc, ils ne vont pas se surpasser. Les rouges, alors eux, il faut les accompagner parce qu'ils sont en danger. Les rouges, ils ont des projets. Vous voyez, vous leur dites, tiens, Emmanuel, il a croisé quelqu'un dans le staff, il dit vendredi, aujourd'hui, tiens, j'ai pensé, tu sais, il faudrait qu'on révise un petit peu notre truc là, mais bon, bon week-end, on en reparle lundi. Et il donne un petit projet à quelqu'un. Cette personne, le week-end,
Lundi, elle le croise. Ah, Emmanuel, ton projet, il était pas mal. Parce que là-dessus, lui, il a greffé 3 autres projets, vous voyez. Et puis, 3 jours plus tard, il revient voir Emmanuel. Et puis, c'est encore, vous voyez, c'est un projet buissonnant. Cette personne, elle est dans une fuite. Parce qu'à chaque fois, elle se promet des futurs souhaitables et heureux. Et finalement, au quotidien, elle n'a pas du tout le retour sur investissement. Donc, ces gens-là, il va falloir les accompagner pour les déplacer sur cet axe et les mettre ici. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, 70% cerveau social, 30% cerveau qui satisfait mes besoins. Donc, ne dites pas à celui qui râle, enfin, tu as une voiture de fonction. Enfin, tu sais, on a changé la moquette de ton bureau. Puis, tu as eu une prime au mois d'août. Ce n'est pas suffisant pour déplacer l'axe. Ça fait partie des viatiques. Mais n'oubliez pas de lui dire combien elle est précieuse. Le coup de génie du patron de McDonald's, c'était d'avoir inventé le portrait de l'ouvrier de la semaine ou du mois. On a tous besoin de cette reconnaissance sociale. Nous sommes tous des puissants fonds. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous ai parlé du cerveau social. Sachez que la confiance en soi nous vient d'un don des autres. C'est pour ça qu'on a une grande partie de notre cerveau qui attend quel message, quel comportement l'autre a vis-à-vis de moi. Si vous doutez de ça, rappelez-vous ce que me racontait un guide de montagne à Chamonix qui entraînait comme ça des jeunes très aguerris. Ils avaient fait déjà des dizaines de fois à la montée sur le Mont Blanc. Et à un moment donné, ils sont pris dans une tempête de neige. L'analyse de la situation montre qu'on ne peut même pas revenir en arrière. Il n'y a pas d'autre choix qu'il faut monter. Il y a un refuge qu'on va atteindre, il est à 300 ou 400 mètres. La cordée se met en route. Et malheureusement, il y en a un qui se met au milieu à trembler, à ne plus pouvoir avancer. Et toute la cordée s'arrête. Donc, le guide détache le mousqueton, vient le voir. S'il avait été un mauvais manager, il l'aurait engueulé en disant ouais, « tu simules parce qu'on l'a fait des dizaines de fois et puis à cause de toi, on va peut-être crever, donc remue tes fesses. » Ouais. Ça, c'était vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. L'autre option qu'il a choisie, il lui demande « défais ton mousqueton et mets-toi en premier de cordée ». Parce qu'il avait constaté que celui qui a les jambes qui tremblent, c'est qu'il n'a plus confiance en soi. Et que ce n'est pas en lui demandant de réfléchir sur lui-même que sa confiance pourra remonter. C'est simplement en ayant eu ce regard, en disant « moi j'ai confiance en toi ». Ton réservoir de confiance, il s'est vidé, mais moi je vais le re-remplir par mon comportement, mon attitude vis-à-vis de toi. Au niveau temps, on est comment? J'ai fini mon introduction là. Ah, ça va, ça va. Bon, donc voilà, rappelez-vous que nos comportements sont gérés par ces deux dimensions, la promesse du plaisir, et ceux qui n'ont pas de projet, puisque désir, le synonyme c'est objectif, c'est projet, hein, c'est la même chose. Ceux qui n'ont pas ça, eh bien, vont avoir des comportements qui vont être déclenchés par ce circuit court. Vous voyez, en fait, quelle est la raison du plaisir? C'est de nous dire que le comportement qu'on vient de déclencher, eh bien, il est bon pour nous. Il faut recommencer. Si vous voulez de la chimie, là, c'est la dopamine. Bon, un carré de chocolat, paf, j'ai de la dopamine qui me dit « Tiens, ce que tu as fait, c'est bon, je t'invite à recommencer. » Mais vous voyez qu'il y a un problème. Parce que ceux qui vont vivre à court terme, sans se projeter, eh bien, voient leurs comportements qui vont être de plus en plus de comportements qu'on va qualifier compulsifs. Ils ne peuvent pas attendre. Tu m'as envoyé un mail, tu ne m'as pas répondu. Je t'ai envoyé un mail, tu ne m'as pas répondu. Ah bah oui, ça fait combien de temps? Ah, ça fait des minutes. Bon, bah lui, c'est un nocif, il faut le traiter. Parce qu'il est sur cette boucle courte. Et quand vous êtes sur cette boucle courte, ce cycle-là disparaît. Et vous comprenez pourquoi on parle de démotivation. Parce que peut-être que je ne l'ai pas dit, mais je le pensais, et la motivation, elle est là. Hein. La motivation, c'est les forces que vous allez déployer pour prendre de l'information nouvelle. Hein. Donc, entre parenthèses, qu'est-ce que je dois faire pour motiver les gens? C'est-à-dire pour qu'ils prennent l'information. Vous avez 3 dimensions dans la motivation. L'autonomie, hein, quelqu'un qui est sur un nouveau poste,
À chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui arrive, il téléphone pour dire « Patron, je peux prendre un carnet, je peux acheter un crayon, etc. » Ça ne marchera pas. Sa motivation disparaît. Deuxièmement, c'est l'expertise. Si je lui demande de prendre une information qui n'est pas du tout dans ses cordes, sa motivation, elle disparaît. Attention, on parle de fenêtre d'opportunité en matière d'expertise. Si ce que vous lui demandez est trop dur ou trop simple, la motivation disparaît. Et enfin, pour garder quelqu'un motivé, le troisième axe, c'est la finalité, ou on peut appeler ça aussi le sens, si vous voulez. Mais c'est ça, hein, le sens. D'accord? Donc, motivation, pour rester motivé, eh bien, il faut être autonome, être expert dans ce qu'on nous demande de faire et comprendre le projet, l'objectif, le désir. Voilà. Et donc, les gens qui vont avoir des comportements basés sur uniquement la promesse du plaisir, ce retour sur investissement immédiat, eh bien, vont avoir des comportements qui ne vont plus être déclenchés par ça. Donc, vous revenez sur mon début, sur le fait que 8 sur 10 soient démotivés, parce que ce sont des gens qui vivent ce qu'on appelle le présentisme. Je veux tout de suite, ici et maintenant. Je vous inviterai à voir une vidéo qui s'appelle The Marshmallow Experiment. C'est un enfant face à une assiette sur laquelle on a mis une madeleine. Et je vous raconterai cette histoire après si vous avez envie, un peu plus loin. Mais donc, pour casser cette boucle qui fait que les gens sont démotivés, eh bien, le désir doit précéder le plaisir. Et le désir, c'est la sérotonine. Voilà, la sérotonine qui va casser cette boucle. Et quand quelqu'un n'a pas de projet et qu'il souffre mentalement par une dépression, on lui donne du Prozac, qui est la sérotonine artificielle. Dans les quelques minutes qui restent, j'aimerais m'entretenir avec vous sur cette idée qu'il existe une coexistence entre cerveau rouge, cerveau pour les autres, cerveau bleu que je garde pour moi. Et vous donner quelques règles rapidement sur comment doit-on organiser aujourd'hui les vivre ensemble, travailler ensemble. Dans la nature, vous voyez, vous avez les poids des animaux ici. Eh bien, sur la ligne droite, au rouge, vous avez un coefficient qui fait que quand vous avez attrapé un animal, vous le mettez sur une balance, vous pouvez prédire quelle sera la taille de son cerveau, vous voyez? Parce que c'est toujours proportionnel. Mais si vous prenez l'humain, c'est l'animal qui va s'échapper le plus de cette droite. Vous voyez, si vous prenez le poids médian d'un homme, c'est 75 kg. 75 kg, cette droite nous permet de dire que la nature avait prévu de nous doter d'un cerveau de 400 grammes. C'est logarithmique ici. Hein. Donc, vous faites 75, tac, et vous tombez là, 400 grammes. Or, vous voyez le poids du cerveau? Il est là. Le cerveau humain fait 1,5 kg. Alors, je vous pose la question, comment se fait-il qu'on a un surplus de matière grise? Il se développe, mais pourquoi faire? C'est quoi le delta en plus là? Il y a eu un surplus de matière grise. On a eu des bonus, il y avait des promotions. Eh bien, parce que le cerveau qui reste sur la ligne rouge, c'est le cerveau de l'égoïste. Donc, avec 400 grammes, je fais des selfies toute la journée. Et je mange des cacahuètes dès que je vois une petite assiette avec des cacahuètes. Mais, avec le surplus, donc le 1 kg, donc vous retrouvez ma règle là des 30 et 70%. Avec les 1 kg en plus, je le prête pour les autres. C'est ça le cerveau social. Et d'où il vient? Je vous présente ici Néandertal. Si vous êtes un ingénieur, que vous recevez le cahier des charges, construis-moi sur la planète Terre un animal bipède qui se déplace et qui peut être intelligent et s'adapter, vous seriez arrivé à construire cet animal-là, Néandertal. Plus gros cerveau que nous, voyez? Des os plus gros que nous, des muscles plus gros que nous, un système immunitaire hyper robuste. Il n'a jamais eu le Covid, il n'a jamais eu la grippe, il n'avait jamais de carie dentaire. Mais vous voyez ici, peut-être les femmes l'ont vu plus facilement que les hommes, que si l'on compare le squelette
entre Néandertal et nous, il y a quelque chose qui doit vous marquer. C'est quoi? Le bassin. Nous, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on est appelé à être bipède et marcher toute la journée, si vous restez debout, avec un bassin comme ça, vous auriez une descente d'organes. Donc on a resserré notre bassin. Vous voyez? Ce qui veut dire que maman Néandertal mettait au monde un bébé qui avait un cerveau de la taille d'un adulte. Comme un poulain, bébé Néandertal n'allait pas à l'école. Il savait tout à la naissance. Et nous avons mis au monde un bébé qui est loin d'être fini, grand handicapé à la naissance. Et en fait, c'est une opportunité de construire un cerveau, non pas par la transmission génétique papa et maman, 10%, mais par toutes les informations que vous allez saisir lorsque vous allez travailler, être accompagné, lire, voir des films, des TEDx, etc. Donc vous voyez que finalement, parce que nous allons mettre au monde un cerveau qui doit rester petit à la naissance, du coup, ça lui donne l'occasion de se développer lorsqu'on va vivre. Il n'y a rien de génétique, il n'y a rien de déterminé. Voilà ce que ça donne. Vous avez ici des relations à l'autre, des ébauches de cerveau social, mais je sais très bien que dans cette entreprise, vous avez évité ces deux écueils. Il y en a deux ici. Vous en avez deux qui sont ignorés par ceux qui se portent du soin. Donc, on n'est pas inclusif. Et deuxièmement, la relation à l'autre est une relation basée sur une relation hiérarchisée. Il y a un dominant et il y a un dominé. Nous, on a opté plutôt pour ça. Derrière ce téléphone, il n'y a pas que deux personnes qui se contactent, mais vous en avez des centaines. C'est infini. Vous allez toujours, de plus en plus, avoir de contacts et de gens que vous allez avec qui vous allez pouvoir échanger. Et deuxièmement, derrière ces contacts, il y a une grande appétence à rencontrer l'autre sur un principe d'équité. Il n'y a pas d'hiérarchie. Bon, je sais que je suis en retard, donc je termine rapidement pour vous dire voilà ce que ça donne, ce cerveau social. Lui, dont vous avez, pourquoi maintenant je prends beaucoup d'exemples sur le football. D'ailleurs, pour les bons, là, vous avez dû reconnaître quelle est l'équipe. Mais vous avez ici un joueur qui a mis les mains sur la tête. Il y a 40 000 spectateurs qui ont les mains sur la tête. Mais si vous regardez bien cette image, il y en a deux qui n'ont pas les mains sur la tête, lui et lui. Pourquoi? Parce qu'ils portent les maillots jaunes. Donc, c'est la non-inclusivité. C'est ici l'idée que mon cerveau social se branche à l'autre que si l'autre partage mes valeurs, mes normes. En sport, c'est facile, il y a des couleurs, il y a des logos. Vous voyez, mais ce qui nous ramène ici, là, nous, c'est un logo, Décathlon. Vous voyez? Donc, c'est cette idée-là que le cerveau social se nourrit de la rencontre à l'autre, à condition que l'autre partage mes valeurs. Et comme je dois terminer, la dernière diapositive, le manager neuro-amical, c'est celui qui doit savoir si autour de lui, il est entouré de gens porteurs de projets, de désirs, parce que s'il n'y en a pas, sa mission sera de transmettre ce désir. Le désir est contagieux. Exemple, je demande aux étudiants, aimez-vous les bonbons Haribo verts? Alors, ils mettent une note, 5 sur 10. Si le bonbon Haribo est jaune citron, la note est 3 sur 10. Bon, ils sortent, j'en fais rentrer d'autres. Et avant de leur montrer la diapositive crocodile vert contre crocodile jaune, je leur demande de regarder une vidéo qui va durer 5 secondes. Dans le premier cas, on filme un crocodile qui ne bouge pas sur une table. Ça dure 5 secondes. Et dans un deuxième cas, on a un crocodile qu'on filme pendant 4 secondes, il ne bouge pas, et la dernière seconde, hop, il est parti. Il y a une main qui a pris ce crocodile. Et vous venez avec votre couple de diapositives. Aimez-vous les crocodiles verts? Aimez-vous les crocodiles jaune citron? La note du crocodile vert est toujours 5 sur 10. Quand le crocodile est jaune citron, 8 sur 10. Le fait d'avoir visionné une main qui a pris un crocodile jaune, eh bien, c'est pour ça que j'ai intitulé cette expérience « Ton désir devient le mien ».
Cet objet qui était aversif naturellement est devenu appétitif. Voilà. Donc n'oubliez jamais que notre cerveau social, eh bien, il produit du désir et surtout, il en produit un peu pour nous, mais beaucoup pour les autres. Voilà. Je terminerai sur ce proverbe perse qui nous rappelle que si on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Donc sur ce, je préfère me taire. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Pierre-Marie. Je descends? Non, tu peux rester parmi nous. Bon, on espère que vous avez apprécié. En tout cas, je pense qu'on a eu beaucoup d'informations et comme le disait très bien Manu, des informations techniques mais expliquées simplement. Donc ce qu'on vous propose, parce que c'est de l'inspire et action, hop, je vais voir si ça marche. On va vous proposer juste 10 minutes là et on peut se mettre debout si vous voulez parce qu'il y a un peu d'espace. Je vous rassure, ceux qui disent j'ai pas pris de sandwich, il y a un tout petit buffet, vous pourrez prendre quelque chose avant de partir. Et là, on vous propose juste peut-être de vous mettre par 2, donc avec les personnes, voilà, et de pouvoir prendre quelques minutes en se disant, bah tiens, suite à ce que j'ai écouté, qu'est-ce que j'ai déjà un peu mieux compris, qu'est-ce qui m'a le plus marqué, et puis peut-être, et moi ce que je retiens aussi, c'est l'action, qu'est-ce que ça vous donnerait envie de mettre en œuvre, peut-être, j'ai entendu beaucoup de sourires sur les réunions, parce que je pense que c'est un sujet chez nous aussi. Voilà, qu'est-ce que je pourrais mettre en place dans les semaines qui arrivent avec mes équipes lors des réunions ou en individuel. J'ai bien aimé la partie sur la confiance. Quoi, on vous propose ce petit temps de 5-10 minutes de jouer le jeu parce que ça fait aussi partie de l'ancrage, je pense, du cerveau. C'est de faire, d'être actif, comme tu l'as dit. Et puis ensuite, on vous proposera